Hey, salut, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, j'ai reçu Joël Bouliane, fondateur du club MOFO, qui est un club de dynamophilie à Arvida, dans le coin de Jonquière. Dans le podcast de cette semaine, on parle du parcours de Joël. Joël a un parcours assez intéressant. Ensuite, on rentre un petit peu plus dans le domaine du powerlifting, donc comment Joël entraîne ses athlètes, comment il utilise le système de RPE. On parle aussi de l'équipement en powerlifting, donc la ceinture et tout ça. Fait que c'est vraiment une discussion très intéressante avec Joël qui a beaucoup d'années d'expérience dans le domaine. Alors, si tu veux en apprendre un petit peu plus sur le monde du powerlifting, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te suggère fortement d'écouter la discussion que j'ai eue avec Joël. Je te souhaite une bonne écoute. All right. Donc, merci Joël de prendre le temps d'être sur le podcast aujourd'hui. Écoute, ça fait longtemps que je voulais t'avoir sur l'émission, puis là, c'est aujourd'hui qu'on enregistre ça ensemble. Fait que il y a beaucoup de gens Sûr. qui te connaissent qui connaissent un peu qu'est-ce que tu fais, Joël. Tu es comme propriétaire du club MOFO, qui est un club de powerlifting à Arvida, dans le Oui, coin de à Jonquière. Arvida Jonquière, absolument. Puis, mais si tu peux prendre le temps de te présenter, là, ton parcours, les gens qui ne te connaissent pas, d'où vient ton intérêt vers l'entraînement, vers le Oui. powerlifting, je te laisse aller avec ça. Ah, bon, dans le fond, moi, ça fait maintenant 17 ans que je suis impliqué dans le powerlifting, qu'on dit en anglais. En français, on dit le mot dynamophilie, qui est un petit Mhm. peu moins sexy, mais qui est quand même un mot qui a été créé pour désigner le sport au Québec. J'ai commencé à m'entraîner, j'avais 14 ans. Parce que là, si on parle de background général, là, j'ai commencé à m'entraîner très tôt. Moi, j'avais un problème de poids quand j'étais au secondaire, OK. primaire secondaire. J'étais vraiment un petit chubby, là. Moi, manger des pizzas pochettes 3 fois par jour, de la lasagne, c'était ça ma vie. Puis écoute, tu en subis les conséquences quand tu es rendu au secondaire. Mais Ouais. j'ai toujours été sportif. Fait que moi, j'ai fait du judo pendant quasiment 11 ans. Puis j'étais très OK. compétitif. Tu sais, j'ai été capitaine de l'équipe élite de mon club à Jonquière durant quasiment 4 ans. OK. Puis j'ai vraiment eu de l'intérêt pour l'entraînement et la discipline à partir de ce moment-là. Euh, à cause de raisons de blessures, j'ai arrêté le judo quand j'ai commencé le cégep, puis j'ai commencé le football. Fait que déjà là, mon intérêt pour l'entraînement était là. Fait que ça, c'est le fait que je commençais à être plus en shape au cégep. Je pesais peut-être 190 livres une fois rendu à 18 ans. Ben, je m'entraînais quand même fort à ce moment-là. Puis je m'entraînais. C'est Martin Bergeron qui m'a fait faire connaître le football. Fait OK. que on s'est connus vraiment au cégep, moi, Martin Bergeron, Mhm. préparateur physique, qui a des bons amis au cégep. L'université, on a fait notre jeunesse ensemble. C'est lui qui m'a fait connaître le football. Puis, l'entraînement a toujours été dans nos vies par rapport à ça. Là. Fait que, là, on s'entraînait pour le football. Puis, moi, j'ai vraiment vécu un échec avec le football. Je jouais d'une position où j'étais trop petit pour. J'étais defensive end. Fait que, je mesure juste 5 et 8. J'étais très fort et super rapide. Fait que ça Mhm. m'avantageait pour cette position-là. Mais une fois universitaire, j'étais supposé jouer à Sherbrooke. Rendu au camp, je me suis fait vraiment dire il va falloir que tu changes de position. Tu ne pourras pas jouer cette position-là, même si tu es fort et tu es rapide, parce qu'il n'y a personne en bas de 6 pieds sur la ligne défensive. Fait que là, j'étais comme bon. Ça a été, moi, là, ma première claque au visage solide. Là. Me faire dire Mhm. que je suis trop petit pour faire quelque chose, là, ça a été brutal. Mais heureusement, j'étais à l'université, je venais juste de retourner au Saguenay pour refaire mon bac après mon échec là, de camp d'entraînement au niveau football universitaire. Puis j'ai un de mes amis, Jonathan Gilbert, qui m'a fait connaître la dynamophilie. Il disait hey, on s'inscrit à une compétition, puis on y va. Fait que, là, j'adorais m'entraîner. Fait que pour moi, ça a été une suite là, logique. Je me suis tiré là-dedans, mon gars, comme un malade mental, Ah ouais. à 21, 22 ans. Bon, OK. 21 ans, j'allais avoir 22. OK. Puis ça a été vraiment comme ça que j'ai connu la dynamophilie. Mon gars, je suis arrivé là, on n'était même pas inscrit à la compétition. On était deux tout croche, OK? On savait plus ou moins dans quoi qu'on s'embarquait. Ils ne voulaient même pas nous faire compétitionner.
Puis il y a un monsieur qui a dit, monsieur Feu Serge Charest, qui est décédé aujourd'hui, OK. qui nous a dit hey, je vais les prendre sur mon île, je vais les chapeauter, c'est moi qui s'en occupe. Fait qu'ils nous ont laissé compétitionner, puis man, ça a vraiment bien été quand même. Ah On ouais? a fait tous les deux une belle compétition, moi et mon ami Jonathan, puis ça a été le coup de foudre là, avec le OK. sport. OK. Fait que depuis ce temps-là, je n'ai jamais regardé en arrière. C'est ce qui m'a vraiment aidé à pousser en dynamophilie. Par rapport à mon parcours, c'est important de dire aussi que je suis un enseignant d'éducation physique. Ça, pas tout le monde le sait. Les gens pensent que je travaille souvent comme entraîneur à temps plein, ce qui est totalement faux. J'enseigne à temps plein depuis 2015. Officiellement, je suis à temps plein pratiquement pour le Centre de formation générale des adultes de Jonquière. OK. Puis moi, j'ai comme créé mon poste. Fait que c'est vraiment particulier mon travail. Là, les gens ne s'attendent souvent pas à ça. Moi, je travaille avec des aînés, de la déficience intellectuelle, des groupes en santé mentale. Puis je suis vraiment impliqué dans ce type Ah de ouais. clientèle-là. Clientèle avec des troubles psychosociaux. On OK. travaille dans un programme qui s'appelle Intégration sociale. C'est souvent des gens d'adaptation scolaire qui travaillent dans ce parcours-là, dans ce programme-là, mais moi, ils ont créé une branche en éducation physique. Fait que j'ai comme créé un poste, je ne dirais pas créer un poste, mais on a créé une liste de priorités pour l'éducation physique aux adultes à Jonquière depuis 2015, exactement. Ah ouais. Fait que moi, je te dirais que je suis une méga vedette dans le monde des aînés. Là, jusqu'à tout récemment, là, j'avais encore une centaine d'aînés, là, même 150 présentement, que je fais faire de l'activité physique spécifique pour eux autres. Fait que les Tabarnache. gens ne l'imaginent pas. Moi, je danse le ballet, écoute, je danse le tango, je fais n'importe quoi. Je suis vraiment très divertissant pour cette Ah ouais. clientèle-là, qui est telle, qui est très, qui aime ça, qui apprécie énormément les bienfaits, puis qui sont vraiment reconnaissants. Fait que moi, j'adore travailler avec eux autres. Puis, travailler avec la déficience intellectuelle, c'est apprendre à vivre avec le moment présent. C'est Calique, une oui. chose que j'ai extrêmement plaisir à faire dans la vie. Puis, ça me ralentit. J'adore travailler avec cette clientèle-là aussi. Fait que ça, OK. c'est ma job à temps plein. Puis, le Ah. gym, c'est mon autre job à temps plein. Mhm. Et ça, Ouais. on travaille beaucoup. Là. Tu sais, là, Des bonnes semaines. on travaille fort. Ouais, c'est des grosses semaines. Fait que Mais, ça ressemble à ça, mon parcours. OK, mais pourquoi pour les aînés? Parce que toi, tu fais affaire avec le centre de formation professionnelle, comme Ouais, tu dis? moi, je suis un prof d'éducation physique payé par la commission scolaire, le centre de service scolaire de la Jonquière, mais en milieu communautaire. Ah, OK. Donc, c'est pas fréquent comme job. Il n'y en a pas énormément là, au Saguenay. Là. Ah, C'est OK. très. Et puis, il y en avait plus avant, maintenant, il y en a moins. Moi, je suis encore dans ma niche. Là. J'ai fait ma place, j'ai ma OK. clientèle, puis on a des groupes, on a plein de projets Mhm. par rapport avec des organismes communautaires comme les Aînés de Jonquière, comme l'Escale, qui est un organisme qui aide les gens avec des troubles de santé mentale. On Mhm. a des plateaux de travail avec la maison de quartier de Jonquière. On a des plateaux de travail avec le Patro. Fait Ah que moi, ouais. je fais un petit peu le tour de tous ces plateaux-là. OK. Puis, on fait de l'activité physique. Ah, Soit en c'est hot, ça. gymnase, soit sur les lieux de travail. Oui, OK. exactement. Fait que toi, tu peux voir dans une journée l'extrême, là. De comme la personne Moi, là, âgée qui est comme en perte d'autonomie, mais que tu veux juste maintenir ah, le plus possible. Puis le soir, ouais, le gars qui ça, bench 350, puis que... ouais, ah ouais, ça, là, c'est la beauté de mon travail, c'est que je vis les deux extrêmes. Tu sais, que Ouais, c'est ça. j'ai un déficient en avant de moi qui n'est pas capable d'attraper un ballon, Ouais, puis il faut que j'accepte qu'il faut que je me plie, que je ramasse le ballon, puis que je relance, puis peut-être que dans 2 ans, ça va être pareil ou pire encore. ouais, Puis le soir, tu sais, je peux crier après du monde parce qu'il faut qu'il lève 500 livres au squat, au bench, whatever, là, tu sais. Fait que shit, hein? c'est vraiment très, très, très spécial là, comme, Ouais, tu sais, quand mais ce qui est le fun, c'est que c'est très différent. Mais il faut que tu mettes différents chapeaux dans ta journée, tu sais. Mhm. Ça, pour moi, au début, ça a été un gros défi. Tu sais, je suis pas arrivé du jour au lendemain, puis j'étais super à l'aise, là. Ah, c'est Le temps sûr. de s'adapter puis de comprendre qu'avec certains types de clientèle, il faut que tu baisses tes objectifs. Puis ça se peut que ça ne marche pas, mais c'est pas grave. Tu sais, au début, moi, je me remettais beaucoup en question parce que là, j'étais là, hey, mon cours, c'était pourri, ça n'a pas marché. Les autres sont super contents, ils sont bien de bonne humeur. Resto, ils ont ri, ils ont du Mhm. fun, ils ont bougé. Des gens, c'était pourri, mon cours, resto. Puis là, tu ne comprends pas pourquoi tu es déçu de même, mais c'est parce que tes objectifs sont juste trop grands. Tu sais. Il faut Mhm. vraiment apprendre à évaluer sa clientèle puis se mettre des objectifs réalistes. Là, tu sais. Ah Puis ouais. eux autres, l'important, il y a beaucoup d'occupationnels. Moi, je mets énormément d'humour dans mes cours. Tu sais.
je les Mhm. taquine au fond. Puis, tu sais, il faut qu'il y ait du plaisir quand tu viens en éducation physique, là. Ah, c'est Fait que, sûr. tu sais, c'est vraiment de moduler ses objectifs tout dépendant de la clientèle avec qui tu travailles. C'est l'affaire que moi, ça a été le plus gros défi. Je Mhm. te dirais qu'aujourd'hui, encore, même aujourd'hui, des fois, je l'échappe un peu, là. Ouais, Tu sais, je fais un exercice dans ma tête, sur papier, c'est écœurant. J'arrive, on joue, je fais, mon Dieu, c'est pourri, ça. C'est pas grave. ouais. On change, on repasse le face, on repasse une autre affaire. Tu sais, Mhm. la capacité d'adaptation, c'est important. En entraînement comme en enseignement, c'est deux affaires qui sont très semblables, là. Ah, vraiment. Tu sais, j'imagine que ça doit t'aider aussi quand tu arrives pour pousser tes athlètes le soir, ou bien quand tu coaches au MOFO, que c'est pas tout le monde qui sont prêts à, mettons, à mettre hyper pesant sur la Absolument. barre. Il y a du monde qui va juste Non. comme pratiquer la dynamophilie puis Oui, essayer de absolument. performer là-dedans, puis ils sont pas à l'aise. Puis, tu sais, par rapport à ça, c'est sûr que, tu sais, tout le monde qui. Tu sais, parce qu'avant, là, on était dans un local, tu sais, je me remets à. On a été 10 ans dans un local à Jonquière qui était vraiment un garage, on va dire, pas mal plus miteux, style Rocky Cat, avec le toit qui coule, puis l'hiver, Ouais. on s'entraînait à 10 degrés avec des barres gelées. Ouais. Fait que, tu sais, mais ça m'a permis de construire mon entreprise. Mais, tu sais, par rapport à ça, les gens, avant qu'ils rentraient dans ce gym-là, tu sais, au premier MOFO, ben, il fallait vraiment que ça soit des gens qui veulent faire la dynamophilie, parce que c'était quasiment épeurant de rentrer, là. Mhm. Tandis que là, aujourd'hui, ben, on est rendu au multiforme. On a vraiment une salle là, d'entraînement. Là, j'appellerais ça un training hall là, qui est vraiment, tu sais, de luxe. Mais pour faire ça va rester toujours la dynamophilie, là. Mhm. C'est pas sexy la dynamophilie, là, OK, là. Non. Si tu penses que, tu sais, les gens qui vont penser que c'est sexy, là, non, pas en tout, là. Tu sais, on lève Mhm. des barres, on se met près dans le dos, puis tu sais, il n'y a rien de fancy, là. C'est Non. pesant, c'est lourd, c'est tout le temps dur. C'est pas un sport qui est vraiment pour tout le monde. Je le dis Mhm. d'entrée de jeu, même si ça peut être tout le monde qui peut s'intéresser à ça, mais ça prend un certain type de personnalité. Il faut que tu aimes ça, te pousser un petit peu. Être confortable en dynamophilie, ça n'arrive pas, là. Tu sais, Mhm. mettons, plus en fitness, en bodybuilding, tu peux t'entraîner, puis tu sais, une journée, tu ne files pas, tu dis, bon, ben, tu sais, je vais faire un petit bicep, tricep, puis ça va être ça, là. Tu sais, je vais pomper, puis ça va être. Je n'aurai pas besoin de me stimuler vraiment émotionnellement pour faire mon entraînement. Tu sais, en dynamophilie, plus tu es fort, plus il faut que tu lèves lourd. Tu comprends? Mhm. Fait que même si une journée que tu ne files pas, exemple, puis tu es habitué de faire, je ne sais pas moi, 3 séries de 5 à 80 mettons, ish, qui est à peut-être 425, livres. Une journée que tu ne files pas, tu vas quand même mettre 400 livres. Tu ne Ouais, mettras pas c'est de ça. 200 livres. Ouais. Fait que ça reste quand même pesant, tu Tout le temps comprends? Fait que pesant. Ouais. c'est ça. Il faut quand même que tu sois une personnalité qui aime les. C'est pas confortable, on va dire ça comme ça. Mhm. Mais ça, c'est plus tu es fort. Tu sais, quand tu commences, c'est clair que les gens qui commencent à faire la dynamophilie, ils ne mettent pas lourd, là, tu sais. Puis le but, c'est de commencer par le commencement, d'apprendre à bien bouger, d'apprendre à développer la bonne technique, travailler avec la bonne respiration, toutes ces affaires-là qui sont super importantes, qui font que quand même que tu mettrais lourd au début, juste le temps d'enregistrer tout ça, que ton corps comprenne comment bouger, d'enregistrer le patron moteur, ça prend au moins un 3 mois là, de travail, là. Puis à Mhm. un moment donné, d'une jour au lendemain, il y a de quoi qui clique, puis là, tu pognes un step de plus. Puis après ça, Mhm. tu sais, c'est exponentiel les 2 premières années d'entraînement, là. Mhm. Mais tu sais, il faut commencer par le commencement. C'est clair que les gens qui commencent, tu sais, on n'a pas la même attitude envers eux qu'eux autres qui s'entraînent pour une compétition de niveau national, là. Non, c'est clair. Fait C'est que, tu sais, clair. c'est vraiment, faut vraiment que les gens, tu sais, je dis souvent, j'utilise mon gant de velours là, les 3 premiers mois, là. Ouais, C'est la grande séduction, là, tu sais. ouais, c'est Puis ça. après ça, ils s'inscrivent pour leur première compétition, là, là, le gant de velours se transforme pour un gant un petit peu plus ferreux, là. Ouais, c'est Fait que, ça. tu sais, mais tu sais, il faut commencer par le commencement, puis c'est toujours, je leur dis tout le temps, là, présentement, là, on apprend. Puis, tu sais, une fois qu'ils Mhm. ont vraiment bien compris dans quoi ils sont embarqués, là c'est ça. Tu sais, puis souvent, faire des charges maximales, ben, tu sais, c'est stressant et c'est épeurant. Fait que, tu sais, tu ne peux pas faire une charge à maximale à quelqu'un qui n'est pas prêt, tu sais, qui n'a pas eu un petit Ah, peu non, non. de préambule à ça, là. Tu Mhm. sais, c'est souvent les gens, puis là, je dis souvent les filles, mais souvent une fille qui va faire un premier deadlift lourd, puis qu'elle s'est entraînée quand même fort pendant 3 mois, puis là, elle se rend compte qu'il faut qu'elle mette pas mal plus lourd que ce qu'elle pensait.
Mais là, souvent, ils sont comme pas prêts mentalement. Fait que la barre, elle reste collée à terre, puis il n'y a rien qui bouge. Là, il faut comme je leur parle un petit 2 minutes, puis là, dire ben là, il va falloir que tu tires, là, puis pas juste tirer en faisant semblant, il va falloir que tu tires pour vrai. Là. Puis, tu sais, souvent, ils pleurent. Parce que là, ça implique que tu vas d'une place que tu n'es pas nécessairement à l'aise. Là, tu sais, euh, quand tu lèves des poids lourds, que tu sois débutant ou avancé, il faut que tu ailles dans une zone qui n'est pas nécessairement le fun. C'est vraiment pas confortable. Mais tu apprends à aimer ça, aller dans cette zone-là. Là. Fait que, tu sais, une fois qu'ils le font, la fierté qui sort de ça, tu sais, c'est vraiment extrêmement cool parce que tu es capable de mesurer le progrès vraiment facilement. Tu sais, bon, tu faisais 100 livres quand tu as commencé, puis là, tu fais 250 livres aujourd'hui après 4 mois. Fait que, tu ne peux pas sortir de là en disant, en filant pas bien. Là, dès que l'amélioration est là, elle est quantifiable, elle est touchable, elle est visuelle. Tu es capable de la voir. Là. Fait que c'est pour ça que c'est cool, la dynamophilie, que j'aime ça, puis qu'on est capable d'accrocher des gens à se dépasser. Là. C'est parce que le progrès est quantifiable, il est mesurable sur le coup. C'est ça. C'est ça que je trouve cool avec justement la dynamophilie puis tout ce qui est comme quantifiable parce qu'on compare beaucoup avec le bodybuilding. Puis, tu sais, pour moi, moi, avoir compétitionné en culturiste et tout ça, c'est que c'est beaucoup comme, tu sais, tu vas avoir une compétition de fitness, quoi que ce soit, c'est des opinions des juges, personne n'a la même perception. C'est vraiment le physique. Il y en a quelqu'un qui va aimer mieux un physique, puis après ça, quelqu'un qui va aimer mieux l'autre, puis après ça, ils font des comparaisons et tout ça. Tu as quand même quelque chose qui fait du sens, là, mais souvent, il y a comme des gens qui sont choqués des classements et tout ça. Là. Moi, j'aurais fini quatrième, mais non, j'ai fini sixième parce que tel. Mais en powerlifting, c'est pas ça. Tu as fait la charge que tu devais faire cette journée-là. Si tu n'as pas battu, si tu n'as pas mis assez lourd, too bad. Tu es classé troisième au lieu de. C'est quantifiable, c'est des chiffres. Ça ne ment pas, c'est de la fonte. Tu as levé tant, c'est ça. C'est ça que je trouve ça beau avec tout ce qui est même l'haltérophilie, tout ça, c'est quantifiable. Moi, en affaire, pour faire du pouce sur ce que tu dis, c'est que ce que je trouve encore plus beau dans ce sport-là, c'est que les réseaux sociaux, on ne se le cachera pas, ça met une pression énorme sur les personnes. Exemple, quand tu t'entraînes en bodybuilding, je présume que il y a beaucoup de gens que je suis dans mon qui sont toujours en train de poser, se prendre en photo, checker leur shape, la fameuse pose en boxeur, le posing en boxeur, off-season, pré-compétition, après la compétition. À un moment donné, c'est quantifiable. Oui, tu peux le voir, tu fais le avant-après, mais je trouve que c'est une autre dimension. C'est pas c'est pas le même effet direct là, sur ta motivation. C'est vraiment différent. Puis, ce qui est encore plus beau dans mon sport, c'est pourquoi que j'adore promouvoir ce sport-là avec une certaine fierté, c'est que tu n'es pas évalué sur ce que tu as l'air. Tu es évalué sur ce que tu fais. Fait que, tu sais, c'est pas parce que tu es en surpoids que tu ne seras pas valorisé, tu sais. OK, pas quelqu'un qui encourage le surpoids dans la vie, vraiment pas. Mais quand même, ça se peut que tu aies une personne, un gars qui est super heavyweight, qui va peser 350 livres, puis qui va squatter 800 livres. Mon gars, c'est impressionnant, là. Je te le dis, tu sais, puis c'est un commitment de compétitionner à ce poids-là. Là, tu sais, c'est difficile là, sur le corps, c'est des sacrifices d'accepter que tu vas être un super heavyweight puis de compétitionner à ce poids-là. Autant pour une femme, tu sais, qui va être en surpoids, qui n'aura jamais eu vraiment d'estime d'elle durant sa vie, puis là, elle se rend compte qu'elle performe, qu'elle lève des poids, puis qu'elle est vraiment plus forte que tout le monde, puis qu'elle se met à remporter des médailles, à avoir gagné des compétitions, mais tu sais, c'est vraiment valorisant pour la personne parce que est évaluée sur ce qu'elle lève. Puis c'est pas vrai qu'il y a juste un standard de beauté dans la vie. En tout cas, moi, je ne suis pas pour ça. Là. Un standard unique. Là, il y a des belles personnes à 180 livres, à 250 livres, à 300 livres, puis à 120 livres, puis à 110 livres. Puis la beauté, c'est très subjectif. Là. Fait que, moi, où ce qui est vraiment de la misère, où ce que le bas blesse, c'est vraiment d'imposer un standard de beauté unique puis de pas de valoriser l'image de la femme qui est forte en 2021, je trouve que ça va vraiment bien avec ce qu'on veut projeter dans la société. Là. On n'est plus en 1980 où ce que toutes les madames que tu as entraînées probablement qui t'ont toujours dit ben non, mais moi je veux
je veux prendre du tonus, mais je ne veux pas prendre de muscle. Ouais, mais si tu Ouais. prends du tonus, c'est parce que tu as atrophié. Fait que, tu sais, ça existe encore malheureusement. Tu sais, Mm. la fille qui ne veut pas avoir de muscle, là, tu sais, Mhm. je ne veux pas ressembler à ça. Tu sais, non, non, non. Écoute, on n'est plus là, je pense. Là. Mhm. Ça, c'est Non, quelque chose vraiment. que je suis bien content dans mon sport. C'est que, tu sais, je peux entraîner des filles qui ont tel poids, des filles qui sont tout petites, puis dans les deux cas, c'est très impressionnant. Tu sais, de voir une fille de 110 livres deadlifter 380 livres, C'est fou. c'est quand même mind-blowing. Là. Tu sais, tu te Ouais. regardes et tu ne comprends pas. Tu es comme, pourquoi? Tu sais, Mhm. c'est dur à assimiler là, tu sais, qu'une petite personne peut être aussi forte. Mhm. Tandis que, tu sais, que voir une grosse charge bougée par une personne plus pesante, ben, tu sais, c'est encore autant impressionnant. Ah C'est oui, différent. exact. Puis, de plus, on parle justement des femmes, la relation que les femmes ont par rapport aux muscles, par rapport à la force. Moi, de plus en plus, j'en vois dans ma clientèle qui vient de ma clientèle féminine. De plus en plus, les objectifs, ils veulent prendre la masse musculaire, puis ils veulent être plus Absolument. fortes. C'est de plus en plus Oui. important, puis ils se rendent compte aussi que c'est pas parce que tu commences à forcer puis mettre l'eau sur une barre que tu vas avoir, en Ah l'espace de non. 3 mois, avoir le Hey, physique d'une culturiste femme, là. absolument. Fait que ça change encore là, tranquillement, mais Oui. Mais il y a tranquillement, du ça il progrès. Il y a y vraiment a du du progrès. progrès. Tu sais, moi, Ouais. je pense que le CrossFit a vraiment amené une autre dimension en une vitesse là, Ouais. accélérée. Là. Mhm. Tu sais, ça a rendu l'entraînement, lever des poids accessible à tout le monde. Puis, tu Mhm. sais, oui, ça a une mauvaise presse, mais pour ce côté-là, moi, pour mon sport, ça a été vraiment bénéfique parce que, tu sais, en C'est 2015 sûr. puis 2018, tu sais, on a vraiment eu un pic. Là, on a doublé le membership à cause principalement de ce sport-là. Là. Ouais. Fait que, tu sais, les personnes en CrossFit qui détestent faire du cardio, mais qui adoraient lever des poids, ben souvent, ils ont fait la transition en powerlifting Ouais. après 1 an ou 2 ans de CrossFit C'est ça. parce que ça les rejoignait plus. Mais s'ils n'avaient pas fait de CrossFit, ils n'auraient jamais peut-être participé à une compétition ou Mhm. levé des poids. Là. Mhm. Et ça les aurait jamais amené vers notre sport. Là. Ouais, c'est Fait que ça. ça, c'est positif. Là. Vraiment. Tu sais, je prenais l'exemple, j'ai comme peut-être une femme ou non, deux clientes là, au travers des dernières années qui ont toujours voulu perdre du poids, puis leur objectif, c'était de rentrer dans un moule, dans un standard de beauté féminine. Finalement, ils ont Ouais. comme découvert qu'ils étaient vraiment fortes, puis qu'ils étaient capables de mettre l'eau. Puis automatiquement, ils ont changé le focus. Il y en a une qui a commencé à Ouais. faire du powerlifting, l'autre qui a switché vers le CrossFit. Puis c'est deux exemples qui me viennent vite en tête comme ça. Puis ils ont tout simplement laissé de côté l'apparence physique, puis se sont mis à pousser un petit peu plus. Je suis capable de mettre lourd, je suis capable, indépendamment du poids, on s'en fout de quoi qu'ils ont l'air. Puis là, ils se sont accomplis dans ces Absolument. disciplines-là. Puis encore aujourd'hui, ils s'entraînent, ils sont motivés, ils aiment ça. Puis tu regardes, tu sais, au final, comme tu dis, c'est quoi le standard de beauté? Tu regardes, c'est pas des filles de fitness comme on va voir sur Instagram, mais ils performent tellement bien dans leur sport, ils aiment tellement ce qu'ils font en sorte que c'est des belles personnes, tu sais. Fait que Ah, absolument. Tu sais, moi, je vais de le prendre voir ma de blonde même. comme exemple parce que tu connais Marianne. Ouais. Puis, tu sais, Marianne, deuxième au monde junior en 2021, était en Suède. Elle pèse quand même 180 livres. Mhm. Puis, il est d'un fois 185, mais Marianne, c'est une beauté de femme. Là, tu sais. Mhm. Oui, elle a des cuisses plus grosses que moi, Ouais. mais sacrifice, tu sais, c'est Ouais. impressionnant. Là, tu sais, elle est dure comme une roche. Là. C'est Ouais. pas. C'est pas, elle n'a pas l'air d'être en surpoids. Tu sais, on aurait dit ça, là, 5-10 ans, là, une fille de Ah ouais. 180 livres, tu sais, ça achète d'un homme de taille moyenne, là, tu Ouais. comprends? Là? Ouais. Fait que, tu sais, puis elle n'a pas l'air d'une fille, si tu veux partager une photo, peu importe, là, Mhm. c'est vraiment très relatif, là, tu sais, c'est une Mhm. fille qui est rayonnante, qui dégage la joie de vivre, tu sais, elle est C'est ça, exact. assumée, Ouais, elle est c'est ça. forte, Ouais. elle dégage la force dans tous les sens du terme, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est aussi ces aspects de ces personnalités-là là, qu'on regarde, qu'on voit aussi. Tu sais, tu peux voir une fille comme qui essaie de couper ses calories, qui s'entraîne pour être le plus mince possible. C'est comme OK, c'est tes objectifs, mais des fois, tu regardes ce qu'elle dégage. C'est comme ouais, un crime. Ah, En tout cas, c'est ça. Mais tu sais, chacun sa façon de faire. Là. exactement. Tu sais, c'est un autre C'est de ça. bit, comme on dit, le fitness, Exact. là. Mais tu sais, c'est clair C'est ça. que tout ce qui est trouble alimentaire, tout ce que ça peut entraîner, tu sais, il y a des très bons préparateurs physiques. Moi, je pense que Mm. il y en a qui font une job incroyable avec leurs athlètes. Là. Ils ne sont pas tous pareils, mais
Il y a des filles qui sortent de là amochées là, pour le Ah ouais, restant de c'est leur ça. jour. Exact. Fait que c'est ça. C'est comme dans tous les domaines. Ah ouais. Il y a des bons. Ah, il y a des Des bonnes bons façons de faire. kinésiologues, des bons C'est ça. dentistes, c'est ça. Il y a des bonnes façons de faire les choses, mais puis encore là, je pense que les gens qui sont fragiles aux troubles alimentaires ne devraient pas faire de Non. fitness ou devraient apprendre à suivre une Ouais. bonne thérapie au travers de ça parce Ah que ouais. ça laisse des traces, là. Ça, C'est je suis clair. 100% d'accord. Vraiment, ça, je le vois vraiment dans les dernières années, là, comme troubles alimentaires là, qui s'ensuit. Puis, bref, ça, c'est sûr que c'est un autre sujet. Là, mais si on revient Ouais. avec le sujet de. Tantôt, on parlait hors d'onde, là, justement, que tu allais nous parler un peu de ta planification, puis comment tu approches ta planification Ah, d'entraînement OK. avec les athlètes. Là. Bon, ben, Pour ça, c'est commencer, quelqu'un. un gros sujet, là. C'est un Ouais, c'est gros ça. sujet. Vas-y, comment? Pose-moi une Ben, question, puis je vais Ben, faire du comment pouce tu là-dessus. vois quelqu'un, là, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui écoute le podcast en ce moment qui dit Hey, crime, j'aimerais ça commencer ça, j'aimerais ça faire de la dynamophilie, puis je m'intéresse à ça. Fait que quelqu'un qui commence vient de voir au MOFO, qui, by the way, Oui, là, parenthèse, la nouvelle place, je l'ai vue quand j'étais allé au centre multiforme, là, oui, faire oui, une pour la formation. formation. Ouais. Puis là, j'ai vu le centre, j'ai fait tabarnache, c'est ça la coche, là, votre place. Fait que ferme la parenthèse, c'est quelqu'un qui s'en va à votre centre, comment tu l'encadres, tu l'évalues-tu pour commencer? Oui. Bon, premièrement, quand tu viens au centre, ce qui est le plus important à comprendre, c'est que, puis là, je parle de façon générale, quand tu Mhm. commences à faire de la dynamophilie, le plus important, puis là je m'adresse aux gens qui veulent commencer, là, ouvrez bien vos oreilles, là. Si tu veux commencer à faire de la dynamophilie, puis tu veux devenir bon dans un temps décent, c'est-à-dire 1 an ou 2, les 2 premières années, tu as besoin d'un coach. Ouais. Et là, je le répète, tu as besoin, tout ce que tu as besoin, là, c'est d'un entraîneur, d'un coach qui connaît ça, puis Ouais. qui va bien te diriger dans ce sport-là. Parce que tu vas faire n'importe quel entraînement, parce que là, aujourd'hui, de l'information sur Internet, il y en a gratuitement disponible. Là. On pourrait regarder des vidéos sur YouTube de powerlifting pendant 7 Et heures de bon. temps, puis trouver, OK, 60 000 programmes pour commencer. Il y en a de l'information disponible. Mais ce Mm. qui va vraiment, pourquoi qu'au MOFO, on a des athlètes qui se démarquent au niveau national en moins de 2 ans, c'est qu'ils sont coachés par des coachs compétents. Donc, tu sais, au gym, il y a moi qui coach, il y a Marianne qui coach. On s'occupe de nos athlètes, on les encadre, on les suit, on les traque, on veut du feedback, on veut technique, on veut des cues. Il y a Mm. 2 moments par semaine qu'on offre du coaching gratuit qui s'est inclus dans le prix. Ce n'est pas gratuit, mais c'est inclus, c'est un prix qui est inclus dans le prix de l'inscription. Fait qu'on est là physiquement pour aider nos athlètes. Mm. Donc, quand quelqu'un commence, si tu lui donnes la pire affaire que tu peux y faire, c'est dire Hey, voici ton entraînement, bonne chance. C'est impossible qu'il y ait des résultats. Une personne sur 20 va réussir à s'en tirer avec cette façon-là. Ça prend quelqu'un qui est. C'est rare. Tu sais, quelqu'un qui est extrêmement autodidacte, qui est vraiment capable de comprendre la proprioception. C'est souvent des athlètes qui ont des gros backgrounds des gros backgrounds dans d'autres sports, qui comprennent vraiment leur corps dans l'espace, mais tout le monde a besoin de coaching. Les 2 premières années, c'est ce qui est le plus important. Je te ferai faire, OK, là, des séries de 8, des séries de 15, des séries de 12. Si tu es bien coaché, tu vas progresser, c'est sûr. Puis après les 2 années d'entraînement, quand tu te mets à faire de la compétition, c'est là que la planification d'entraînement devient vraiment plus individualisée. Parce que chaque personne n'est pas pareille. Et là, c'est une autre paire de manches. C'est là que ça prend vraiment beaucoup de connaissances spécifiques en périodisation. Puis il faut que tu sois capable d'avoir un coffre à outils qui est large, qui est vraiment large, parce que ça se peut que tu fasses quelque chose avec un athlète et que ça ne marche pas en tout avec un autre athlète. Fait que, tu sais, moi, je ne crois pas, je ne fais pas partie des coachs qui croient qu'il y a un système unique d'entraînement, ça s'applique à tout le monde. Ce qui, moi, je pense que c'est totalement faux, que je pense que faut que tu adaptes tes systèmes d'entraînement à plusieurs personnes. Puis, tu sais, pour l'avoir vécu, je coach quand même depuis 17 ans. Là. Fait que, tu sais, il y en a eu de l'essai-erreur. Ça n'a pas tout le temps été comme je voulais. Là. C'est clair. Fait que, tu sais, je me suis inspiré des méthodes que je trouve qui étaient le plus bénéfiques pour moi. J'en ai essayé énormément sur moi.
J'ai quand même gagné 5 championnats canadiens, fait que j'ai quand même du millage. Là. J'ai ouvert 50 compétitions de fête dans ma vie. Fait que c'est sûr que personnellement, moi, ma carte d'athlète m'a aidé beaucoup aussi à m'avancer comme coach. Fait que cela dit, il y a vraiment différents types de personnes. Il y a des personnes, je vais prendre le classique là, que je rencontre, là, les gens qui commencent au gym, mettons. Souvent, on a des filles qui sont très minces, avec des longs leviers, des longs fémurs, qui ont de la misère à avoir de l'hypertrophie, mais qui sont probablement très endurantes. Là. On va dire des filles qui sont plus type fibre d'endurance, là, qui serait bonne probablement au jogging, mais à faire du rameur, peut-être à faire du crossfit, mais même pas tant que ça, qui ont de la misère à prendre de la masse musculaire. Il y en a que, même s'ils font un entraînement d'hypertrophie, ils ne prendront pas une ligne. Tu comprends? Là? Fait que ce type de filles-là, qui a de la misère, là, les slow gainers, là, que je dirais, là, eux autres, là, on va faire beaucoup, beaucoup de répétitions. Fait que, des affaires, des 3 séries de 15, 3 séries de 20. Vraiment pour aller solliciter des fibres dans lesquelles ils ont une prédominance. Si je fais faire des séries de 3 à une fille qui est de ce genre-là, il n'y aura aucun gain qui va se passer. On fait comme travailler dans le beurre. Puis là, la déception s'enclenche, puis ils s'entraînent fort parce qu'ils forcent. Mais tu sais, ce genre de filles-là, normalement, ils vont être capables de faire 8 répétitions avec 95 de leur max au squat ou au bench. Fait que c'est vraiment pas type d'un gars qui est plus explosif ou d'une fille qui est super explosive, que elle donne l'air que tout le travail qu'elle fait, c'est toujours facile, être plus musculaire. Ça, c'est une autre façon d'entraîner. On va entraîner avec des répétitions plus courtes. On va focusser sur vraiment plus d'intensité, tout dépendant de la période d'entraînement. Okay. Mais c'est ça. C'est juste pour faire un parallèle, faire comprendre qu'il n'y a pas juste un type de personne, puis qu'on donne un programme unique, un copier-coller, puis que là, ça va progresser. Plus la personne est avancée, plus elle a des faiblesses spécifiques, plus il faut que l'entraînement soit spécifique à ses besoins à elle. Si on parle un peu de système d'entraînement, moi, j'utilise un système d'entraînement qui est avec des RPE. Les RPE, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une façon, ça s'appelle Rated Perceived Effort. Ça veut dire que c'est une façon de calculer l'effort perçu selon une série que je vais te donner. Okay. Puis c'est un système qui est, pour moi, je n'ai rien inventé de ça. Ça a été inventé il y a plusieurs années. Puis ça a été popularisé par Mike Teixeira de Reactive Training System, qui lui, il a vraiment implémenté ça partout en dynamophilie. Puis ça a été, ça a vraiment là, ça a été un game changer dans le sport. Là. Les gens, là, ils ont commencé à utiliser ça, puis regarde, les résultats après ça, ça a été vraiment, vraiment un game changer. Le monde, tous les champions du monde utilisent les RPE ou presque. Là. Ah ouais. Pourquoi? C'est quoi les RPE? Comment je peux appliquer ça au day-to-day? C'est que tu es capable, sans que je te prescrive une charge, tu vas être capable de dire, bon, ben aujourd'hui, si j'ai vraiment eu une bonne nuit de sommeil, si j'ai bien mangé, si je suis bien reposé, bien logiquement, s'il faut que je fasse une série de 5 difficiles, elle va être plus lourde que si je me lève le lendemain du jour de l'an où je n'ai pas trop dormi, que je suis super fatigué, ou j'ai fait un chiffre de nuit comme travail, puis il faut que j'aille m'entraîner. Tu comprends? Ouais. Fait que le côté positif de ça, c'est que tu apprends, on appelle ça de l'autorégulation. Il faut que tu sois extrêmement honnête envers toi-même. Ça demande beaucoup d'honnêteté. Fait que si tu es un ego lifter, que tu aimes ça tout le temps mettre pesant, ben là, il va falloir que tu apprennes à tirer sur le choker en temps et lieu. Parce que c'est pas vrai qu'on met tout le temps pesant. Nous autres, on travaille tout le temps dans une intensité. L'intensité qu'on travaille le plus, là, on appelle ça RPE 8. On a 2 répétitions en réserve. Moi, je vais travailler avec ça. On utilise RPE 6, 7, 8, 9 et 10. 6, ça veut dire que j'ai 4 répétitions en réserve. 7, j'ai 3 répétitions en réserve. 8, j'ai 2 répétitions en réserve. 9, j'ai 1 répétition en réserve. Et 10, je suis cut-off. C'est l'effort maximal que je pouvais faire cette journée-là. Notre zone d'entraînement qu'on utilise le plus, on utilise le bloc périodisation. Donc, on a une phase d'hypertrophie, une phase intense, puis une phase de réalisation. Okay. Ça se passe à peu près, tout dépendant, entre 10 et
entre 10 et 20 semaines. Ça va dépendre de la personne, du temps qu'on a. Tu sais, dans notre phase d'hypertrophie, on utilise du RPE 6 à 8. On utilise très rarement du RPE 9, à part ceux qui sont vraiment plus explosifs, qui ont besoin de force. Pour le haut de corps, souvent, on va utiliser du RPE 9. Yep. Dans les phases intenses, là, c'est là qu'on va utiliser beaucoup d'RPE 8, RPE 9. Puis, dans la phase de réalisation, on va tout le temps rester encore 8 et 9, mais plus spécifique. Il va y avoir des phases intenses, puis on va utiliser beaucoup de une répétition à RPE 8, des singles qu'on va appeler, pour vraiment être plus spécifique à notre sport. Puis là, après ça, quand on pique, là, le dernier 3 semaines, là, c'est vraiment là, c'est lourd, peu de répétitions, beaucoup de récupération, pratiquement plus aucun accessoire. C'est vraiment ultra spécifique. Tu vas-tu Plus on à commence, RPE 10? moins on est spécifique. RPE 10, on n'essaye jamais d'aller là. C'est seulement en compétition. Pourquoi que... Oui, le RPE 10, c'est ton 3e essai en compétition. Fait que, tu sais, le RPE 10, là, lui, si tu y vas à l'entraînement, si tu es tout le temps quelqu'un qui est habitué d'aller t'aimes forcer dans la vie, puis tu sais, il y a des gens là, qui aiment ça, je vais dire l'expression, là, se crisser des volets au gym, là, qui ont besoin d'aller à failure tout le temps, tout le temps. Pourquoi c'est pas bon faire ça? Parce que, tu sais, quand tu as compris que tu as un coach qui te fait un entraînement, il y a une périodisation derrière ça. Bon, ça veut dire que, exemple, si on est en phase intense, on a un bloc de 4 semaines, moi, je m'attends à ce que tu progresses sur 4 semaines. Je ne m'attends pas à ce que tu sois à la semaine 1 que tu aies été. Si je te dis, OK, sur 4 semaines, on va faire ceci. On va faire au bench, tu vas me faire une série de 4 à RPE 9, c'est-à-dire que tu vas te garder une répétition en réserve. Puis après ça, tu vas me faire 4 séries de 5 RPE 8. Ou j'aurais pu dire, tu vas me faire 4 séries de 5 à 75 %. Ou j'aurais pu dire, tu vas me faire 4 séries de 5 moins, je ne sais pas, moins 7 %. Fait que, il y a plusieurs façons de planifier. Chaque coach a ses stratégies. Moi, ma façon, souvent, j'aime ça prescrire on appelle ça un top set. Mon top set va être prescrit en RPE, puis mes working sets, mes séries de travail, le volume d'après, vont être prescrits en pourcentage ou encore en RPE, mais majoritairement, j'aime ça prescrire une charge pour qu'il y ait une progression sur 4 semaines. Okay. Fait que mon athlète, je vais lui dire, OK, pendant les 3 prochaines semaines, là, on fait le même mouvement, la même journée. Il faut que tu me fasses une série de 4 RPE 9, mais garde en tête que j'aimerais ça qu'on build du momentum sur les 3 prochaines semaines. Okay. Fait que c'est ça la force. T'sais, même si on utilise un bloc périodisation, même si on utilise une périodisation qui est ondulée, on s'en fout. Au final, il faut que tu ajoutes du poids semaine après semaine. T'sais, la force, ultimement, c'est un progressive overload. C'est le plus vieux système qui existe. C'est inventé depuis les années 60. C'est semaine 1, tu montes, semaine 2, tu montes, semaine 3, tu montes, semaine 4, tu montes encore, semaine 5, oh, commence à être fatigué, on déload. Tu comprends? Fait que la personne, si elle va à intensité maximale à la semaine 1, mettons que j'ai dit, OK, tu vas me faire une série de 4 RPE 9 au bench, elle me fait 315, mais c'est pas un RPE 9, c'est RPE 10. Penses-tu qu'à la semaine 2, elle va refaire 315 RPE 10? T'es sûr que non. Erreur. Fait que, le but, c'est de commencer en se gardant, en ayant un plan en tête, de se dire, OK, semaine 1, je vais faire 300. Semaine 2, je vais faire 305 ou 310. Semaine 3, je vais faire 315 ou 325. Semaine 4, là, je vais être capable d'aller chercher mon 325. Tu comprends? Parce que l'entraînement va avoir eu le temps de faire effet. Je vais avoir eu le temps de créer un stress qui est assez gros pour que je puisse récupérer, mais pas trop extrême pour que je puisse régresser. Fait que le but, il faut que ton corps ait le temps de s'adapter aux stimuli que tu envoies. Fait que c'est ça le progressive overload, c'est que si ton overload est trop raide, ta progression est trop abrupte semaine après semaine, ben, tu n'en auras pas de progression. Fait que tu sais, c'est vraiment important de comprendre ça. Puis c'est là que pourquoi les gens progressent, c'est qu'ils ont vraiment un entraînement adapté et qu'on les guide là-dedans. Tu sais, si je te donnerais un entraînement RPE, tu verrais, là, tu sais, c'est ingrat de recevoir ça. Là. Ouais. Tu sais, tu lis ça, là, on paye des prix de fou là, pour payer là, des coachs. Tu reçois un courriel, c'est marqué une série de 1 RPE 8, 3 x 8 RPE 8. Bon, tu fais OK, j'ai payé 300$ pour une feuille qui est marquée 3 exercices. Mais au final, c'est toute la compréhension de l'autorégulation. Pourquoi qu'on utilise ça aussi avec les athlètes en ligne, c'est la meilleure chose qui n'a pas pu arriver parce que tu donnes la responsabilité à l'athlète de choisir ses charges. Fait que tu lui donnes ta job finalement.
Tu comprends? Mhm. Fait que, qu'est-ce qui se passe? C'est que si, exemple, OK, moi, Alexandre, je t'entraîne à distance, puis tu sais, là, moi, il faut que je fasse un parallèle que je n'entraîne pas de débutants à distance, j'entraîne juste des gens qui ont au moins une année de compétition dans le corps. Parce que, justement, c'est pas réaliste, ça ne fonctionne pas. L'entraînement à distance, ça a ses limites, là. Ouais. Pas parce que tu as le meilleur coach à distance, tu as bien beau avoir un champion coach à distance. Si tu n'as pas d'expérience de compétition, ta technique, c'est de la merde, ça va rester de la merde sur une feuille de papier. C'est ça. Ça ne marche pas. Fait que, cela dit, hey, ramène-moi, je me suis comme égaré. J'ai dit, je voulais dire. Là, tu parlais avec les RPE, là, pourquoi tu utilises ça avec les athlètes à distance? C'est que tu Avec donnes les athlètes à distance, oui, excuse-moi. Ouais. Les athlètes à distance, pourquoi c'est important? C'est que tu leur donnes la responsabilité, exactement. C'est eux autres qui s'auto-régulent. Si, exemple, je t'entraîne à distance, je te prescris une charge, je te dis, bon, hey, là, demain, là, tu me fais 1x4 à 325. Tu es tout seul chez vous, tu as une nuit de mort, tu es fatigué, tu fais le 325, tu te blesses. Ouais. C'est-tu payé un client blessé? Non. Vraiment pas payer un client blessé. Ouais. C'est vraiment pourri. Là. Fait que ça, ce que tu veux, c'est éviter ces affaires de même. Fait que, ça évite beaucoup de blessures de travailler avec les RPA parce que, puis une fois que la personne a compris le système, parce que ça prend un certain temps, là, tu ne commences pas à travailler avec les RPA du jour au lendemain et tu te dis, ah, moi, j'ai tout compris. Là. Il y a des bonnes journées puis il y a des moins bonnes journées. Puis même si tantôt, je te disais que je veux une progression sur 3 semaines, ça se peut qu'à la semaine 3, tu aies une semaine de merde puis ça ne vole pas comme tu veux. Puis c'est là qu'il faut que tu parles et que tu utilises ton ego pour te dire, ton gros bon sens pour te dire, bon, ben là, écoute, je vais baisser. Je vais te donner un exemple. Moi, personnellement, ce qui m'est arrivé. Là, présentement, je m'entraîne, je me prépare pour une prochaine compétition, championnat national fin mars, si ça a lieu, Jésus-Marie-Joseph. Ouais. Puis, tu sais, exemple, moi, j'avais une progression sur 3 semaines. Première semaine, exemple, au deadlift, je fais une série de 5 à 275 kg, 605. Deuxième semaine, je suis capable de. Non, excuse-moi. Première semaine, je fais 260. Deuxième semaine, 270. Troisième semaine, rien que de la merde. Je mets 275. Écoute, je n'ai même pas tiré sa barre. J'avais le dos qui était vraiment fragile. Si je faisais cette série-là, je me blessais. Fait que j'ai laissé ça de côté. J'ai fait fuck off. Je suis redescendu à 250. J'ai fait ma série. Il a fallu que je baisse de plus que j'avais fait 2 semaines avant parce que j'avais eu de la fatigue cumulée. J'étais juste trop fatigué. Puis cette semaine, j'ai fait 285 kg x 3 RPA 8. Fait que tu comprends-tu que j'ai vraiment eu, une fois que j'ai récupéré, j'ai vraiment eu un effet de surcompensation. L'entraînement a fait effet, j'ai été capable de récupérer. J'ai eu un gain, pouf, PR cette semaine, mardi soir, lundi soir. Fait que tu sais, si j'avais été stupide puis j'avais forcé comme un cochon la semaine passée, peut-être que ça n'aurait jamais bougé cette semaine. J'aurais pu risquer de me blesser, premièrement. Puis j'aurais peut-être même pas été capable de faire la charge que je voulais faire. Tandis que là, juste en me disant, bon, ben regarde, on va baisser cette journée-là. Puis j'ai eu un esto de récupération, j'ai été capable de recatcher up, j'ai fait un PR la semaine d'après. Fait que c'est ça que ça fait. Puis le fait de travailler avec des pourcentages, il y a des coachs qui travaillent juste avec des pourcentages, puis ça fonctionne. Moi, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Toutes les méthodes fonctionnent. C'est que la différence, c'est que quand tu as des mauvaises journées, ben, tu es pogné avec la patate chaude. Tu comprends? Si tu n'as pas fait ta charge, tu vas sortir du gym, tu vas être en tabarnak. C'est vraiment le mot. Là. Tu vas dire, bon, ben, une journée de marde, training de marde, j'ai failé 2 fois. C'est comme tu t'enfonces un cercle vicieux. Puis, tu sais, moi, mes athlètes au gym, tous les gens que je coach, ils n'ont pas le droit de failer. Ça fait partie de mon modus operandi au gym. Là. Tu ne failes pas. Fait que si tu sens que ça ne va pas, si tu as un autre rep à faire, tu as été trop cochon, tu raques ça, tu baisses la charge. Parce que la failure, le fait de rater à l'entraînement, c'est très dur, sa motivation. C'est dur. Après ça, je te mets un exemple là, concret. Là. Les gens, ils ne réfléchissent pas à ça. Tu te prépares pour une compétition. La plupart des gens là, qui sont insécures vont falloir qu'ils fassent leur max avant leur compétition. Mais pourquoi il faut que tu valides quelque chose que tu vas faire dans 2 semaines? Puis risquer de faire shutter down ton système nerveux central. C'est vraiment de l'insécurité là, rendu là. C'est un problème de confiance en soi. Si 2 semaines avant, moi, j'aime ça souvent faire la charge d'ouverture, puis il faut que ça bouge. Il ne faut pas que ça soit un grinder. Il faut au moins qu'il y ait une répétition en réserve ou pas loin de une. Il faut qu'il y ait de la place. Après ça, tu arrives à la compétition.
oui, OK, tu vas être stressé, mais tu vas être prêt physiquement pour le faire. Puis il y a une bonne préparation mentale qui est importante derrière de ça aussi. Il faut que tu aies confiance en témoigner. Les gens qui vont 2 semaines avant la compétition, qui vont commencer à stresser, puis qu'il faut qu'ils fassent leur 3e essai à l'entraînement, bien, souvent, c'est un problème. Ils arrivent à la compétition, puis la compétition, c'est 2 semaines plus tard. Ce n'est pas dans le gym. Ce que Non, tu non, fais c'est dans ça. le gym, là, c'est un indicateur de performance. Ce qui compte, là, c'est quand tu as 3 personnes avec des cravates qui sont assises en avant et qui te disent si tu as 2 lumières blanches et plus. Mhm. Fait que, à part ça, ça compte pas. Fait que moi, pour moi, oui, OK, c'est le fun de mesurer notre progrès dans le gym. C'est un indicateur de performance, mais ça vaut rien. Fait que, moi, mes athlètes, je veux qu'ils performent le jour J. Puis c'est pour ça qu'on est bon en compétition. C'est parce qu'on s'entraîne pour être fort en compétition. Mhm. That's it. Ah ouais, c'est ça. Ah, c'est intéressant Fait que tout ça ce que fait tu me beaucoup dis. d'informations, là. Ça Ouais, fait vraiment beaucoup ouais, d'informations. Je pourrais te parler de ouais. périodisation pendant 7 heures de temps, là. Mais ça reste que c'est ça la Mais base, hein. ouais. Parce que... C'est vraiment important. Puis il y a des gens, si je fais juste des parallèles, il y a des gens qui vont super bien fonctionner avec les RPE, puis il y en a d'autres qui vont me dire bah, moi, les RPE, ça ne marche pas. Non, c'est pas que ça ne marche pas, c'est que tu n'es pas capable de t'auto-réguler parce que tu prends des Mhm. décisions de marde. Ouais, c'est ça. C'est pas vrai que c'est un système qui ne fonctionne pas. Il y a certains types d'athlètes qui aiment ça juste faire ce qui est écrit sur la feuille. Ils ne veulent pas se casser la tête puis avoir la patate Mhm. chaude dans les mains Mhm. pour décider c'est quoi qui est bon pour eux autres. Mhm. Mais par expérience, la plupart de ces athlètes-là, c'est parce sont tout le temps balls out quand ils sont dans le gym. Fait en leur écrivant des charges, ben, eux autres, là, ils font comme bon, ben, moi, je suis le plan, puis c'est Ouais, ça. c'est Mais ça. c'est-tu un cadeau à leur faire? Pas tout le temps. Il Non. y a certaines personnes que je vais prescrire des charges des fois, puis comme des fois pour les challenger un petit peu, puis il y a certaines personnes que je vais juste mettre des RPE. Fait que c'est Ouais, vraiment selon la personnalité de la personne avec qui je dois travailler. ouais, c'est ça. Mais moi aussi, je travaille avec des RPA avec mes clients, là. Tu sais, souvent, là, OK. comme je vais prendre les gens qui s'entraînent en gym, qui forcent, mais sans faire de la dynamophilie, mais qui commencent avec un squat, mettons un 5x5, un squat, je sais pas, 6x2 deadlift, peu importe c'est quoi, mais surtout les mouvements de base, là. Souvent, le RPA va jamais c'est entre 8 et 9, là. Tout le temps une ou deux Ben, réserves, c'est bien. une ou deux répétitions en réserve. Puis après ça, moi, quand j'arrive plus dans mon deuxième superset, mettons que là, c'est plus hypertrophie, genre des setups avec des Ouais. dumbbells, des poulies. Là, tu peux, va chercher l'échec musculaire. Ah oui, C'est absolument. loin. Là, 10, quand tu vas faire 11. des. C'est ça. Quand tu vas faire des bras, des affaires Je me rappelle le aussi. John Meadows, là. Je me Genre rappelle John Meadows, ouais. Meadows, là. Souvent, moi, j'aime. Ouais, tu sais, qui utilise beaucoup, il utilisait RPE dans ses entraînements, tu sais, C'est ça. supramaximal pompe, RPE Exact. 11, Ouais. tu sais, C'est puis ça. tu vas au-delà de l'échec, là. Fait Ouais. que non, Pour ça, c'est moi, correct. je trouve que c'est une bonne façon. Ouais. Mais Ça quand a tu bien du arrives pour sens, les là. gros mouvements comme squat, bench, deadlift, moi, j'utilise front squat aussi. C'est comme tu max jamais. Moi, en tout cas, personnellement, avec mes clients, c'est jamais un max out, là. C'est tout le temps du Non, non, puis RPA c'est pas 8, une bonne 9. idée. C'est pas une bonne idée, non, c'est ça. C'est ça. Fait que, Tu sais, c'est là un que. client blessé, c'est pas payant. Ça, Non, c'est c'est ça. première affaire que tu apprends, là, c'est qu'un Exact. client blessé, si tu veux faire, tu es un kin, tu veux faire de C'est l'argent, ça. un client C'est pas blessé payant. parce que c'est pas Mm, rentable. c'est ça. Premièrement, puis après ça, c'est une zone d'entraînement qui n'est pas payante non plus. Tu sais, Mais non. les gens ils voient Larry Wheels sur Internet tout le temps grinder des sets. Bon, ben là, c'est drôle, là, il est rendu à un point dans sa vie qu'il s'est pété une coupe d'affaires aussi. Là. Tu sais, Ouais, il n'y a c'est ça. personne qui est invincible. Là. Mais non, Tu te exact. dis, là, moi, si ça fait 17 ans que je lève des poids, que je me calisse des volets, OK, que j'ai fait over 5 ans de compétition, puis je suis encore là. Parce que, gars, c'est rare, là, une carrière là, de 17 ans Mm, et plus. Là. Tu sais, ça se mm, compte, c'est les doigts d'une main au Québec, là, ceux-là qui mm, ont fait ça. Là. mm. Ben, écoute, je te le dis, c'est parce qu'à cette heure, la première affaire, quand j'ai un doute, quand je fais une série, qu'il y a une répétition que j'ai comme faite, il me semble qu'il y a de quoi qui cloche. Je ne m'en vais pas en faire un autre pour valider s'il y avait de Ah quoi qui ouais, ouais, clochait. c'est Je ça, raque exact. ça, C'est ça. j'invoque quelques saints, j'invoque le Seigneur un peu, puis je m'en vais chez nous Ouais. ou je m'en vais m'acheter du PFK pour oublier que c'était une journée de mort. Mais ça, c'est une Ouais. autre histoire. Ouais, mais ça, c'est Mais c'est ça, exactement ça ça l'art évite du beaucoup coaching. de. Tu sais, c'est Ouais. l'art du coaching, c'est que tu suis as la périodisation, tu as tous les concepts d'entraînement, les méthodes, puis c'est d'apprendre à dire avec un athlète ou même avec toi-même, dire, regarde, aujourd'hui, si ça ne lève pas, puis pour X, Y raison, c'est ça qui est ça. Fait que tu mets moins lourd, puis tu vois comme l'exemple que tu donnais tantôt, ben, ça a fait en sorte que tu as battu
tu as réussi à Absolument. avoir un phénomène de surcompensation puis mettre plus lourd par la suite. Fait que, moi, c'est la même affaire. Il y a des semaines, comme dans les derniers 3 mois, on avait un petit bébé à la maison. Fait que moi, mes nuits de sommeil étaient courtes. Je suis fatigué. Fait que j'étais là, regarde, dans les 3 prochains mois, là, c'est pas là que je vais faire mon coquille puis d'essayer Non, de ça va pousser être la machine. C'est que je m'entraîne puis je me 45 maintiens. minutes de pompe, c'est C'est ça. ça. Je mets moins Tu lourd. sors de là de bonne humeur, tu Exact. as pris soin de toi mentalement, C'est ça. physiquement. Écoute, la priorité, c'est l'enfant. C'est ça. Fait que c'est de réévaluer un peu tout le temps, comme en ce moment, quand même, je voudrais pousser puis battre des PR puis tout ça. Ça ne fit pas, puis je vais risquer de me blesser parce que je dors moins, je suis plus Oui, fatigué pour X raisons, encore une fois. Fait que 100%. c'est toujours de prendre ça en tête. Puis c'est ça l'affaire aussi avec le monde qui arrive, qui vont au gym ou quoi que ce soit, qui veulent toujours essayer de battre leur PR, puis essaient tout le temps le benchmark du 2 plates ou bien 2 plates et demi au bench. Puis finalement, à toutes les fois qu'ils le font, ils ont un échec. Tantôt, tu disais de faire un échec dans ton entraînement, un set que tu n'es pas capable de réaliser, c'est la pire affaire. Là. Puis semaine après semaine, Ah, c'est tout ça. le temps Puis, le hey, je te pattern dis qui pas, font. je ne l'ai jamais fait, là, OK, là. Non, 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 Moi, moi là, OK, aussi, je m'inclus j'étais le là-dedans. plus stupide, là. OK, moi, là, 8-6-4-2 fail, là, j'ai fait ça pendant à peu Ouais, près 5 ans de ma vie, là, quand ouais j'avais c'est ça. 15 ans. Là. C'est Moi, ce je qui voulais te faire fait, 3 ouais. plates, là. Ouais, Je m'entraînais dans un énergie cardio. Les entraîneurs voulaient me tuer, mon gars. ouais, J'étais désagréable. Tu sais, je loadais comme un innocent. Technique de merde, OK, mais ouais. j'étais fort. Tu sais, honnêtement, j'ai été chanceux de ne pas tant me péter que ça, mais il y en a une méchante gang. Quand tu mélanges des produits dopants, des stéroïdes là-dedans, qui ne survivent pas longtemps, là, tu sais, Ouais. les muscles, des claquages embarquent, les déchirures musculaires embarquent, Mhm. c'est pas trop long. Tu sais, fait que c'est là que quand tu as un coach, que tu es encadré, ben, ça t'évite de faire ces stupidités-là. Puis tu Ouais, vas c'est ça. arriver au même point, 2 fois plus vite, 2 fois sans plus. Ouais. t'être pété à la gueule. Exact. Fait que, tu sais, moi, les gens qui souvent, le problème qu'on a, c'est que les gens ils disent ouais, mais là, ça coûte cher s'entraîner au MOFO. Mais oui, ça coûte 80$ par mois. Puis ta planification d'entraînement, ça te fait à peu près entre 115 et 120$ par mois. Bon, Mhm. mais si je te dis, OK, que tu vas payer 120 par mois pour être capable de t'entraîner dans un gym, puis que ton bench va monter de 50 livres dans la prochaine année, puis ton squat risque de monter de 100 livres et plus, tu vas-tu être satisfait de ton investissement? Tu sais, C'est c'est ça. ça que je leur pose comme question. Ouais. Ouais, mais moi, je m'entraîne à telle place, puis ça me coûte 35 par mois. Ben, vas-y, mon cabochon, vas-y t'entraîner à Ouais. 35 par mois, mais tu n'auras pas l'expertise, tu n'auras pas Joël Bouliane, tu n'auras pas personne d'autre pour te dire que tu vas faire Ouais. un training, puis t'encadrer, puis t'empêcher de faire tes stupidités. Fait que, tu Ouais. sais, Ouais. l'entraînement, en investir sur un coach, que ce soit un kinésiologue, que ce soit un coach en dynamophilie, c'est un investissement sur soi. Ah ouais, Puis exact. quand tu investis sur toi, ben, tu es tout le temps gagnant, tu n'es jamais perdant. C'est pas de l'argent que Mhm. tu crises dans le feu. Là. Tu Non. sais, c'est que ça, la mentalité en région est très, très dure là-dessus. Ouais, mais c'est trop cher. Hey man, fais n'importe quel autre sport dans la vie, là, OK, puis tu vas voir que c'est cher faire un sport. Là. Ah ouais, Tu sais, fait que vraiment. c'est vraiment pas si cher que ça. Là. Tu sais, Non, ça, non, c'est un c'est ça. problème là, C'est vrai que c'est une bonne question à on poser. fait souvent face à ça. C'est ça. Moi aussi, Oui. quand je vends des forfaits avec les clients, on va dire, ben, regarde, je te dis que dans 1 an, tu as atteint ton objectif que tu t'es fixé de prendre la masse ou perdre du poids, peu importe, puis que tu es prêt à payer ça pour avoir ton objectif que tu vas avoir dans 1 an. Ben, tout le monde va dire oui. Ben, c'est ça. C'est d'avoir les priorités. Je Puis vais de... faire pire que ça encore. Je vais te dire pire que ça encore. Si c'était gratuit, là, la majorité des gens s'en calisseraient et ils ne le suivraient pas. Tu sais, Ouais, quand tu payes 300$ un par commitment, mois pour un coach, c'est le commitment, c'est tu es redevable à quelqu'un. Ça c'est veut ça. dire que là, tu te dis, hey, t'as peu, là j'ai payé 300$, puis là, je suis en train de manger un sundae chez Chocolat Favori, Hum, puis je trouve que ma diète va mal, puis là, il faut que je parle à mon coach dimanche, puis qu'il me comment ça va, ça a pesé. Mais un instant, là, hum. il y en a qui sont assez stupides pour le faire pareil, mais la majorité des gens, quand tu es redevable, que tu es engagé Ah dans ouais. un processus, ben, c'est normal qu'il y ait un paiement au bout du compte. Premièrement, on ne travaille pas gratuitement. Je pense que Ah, c'est ça. on a toute une vie, puis Ah ouais. ce qui est service, ce qui est une spécialité, puis une spécialisation, ça se paye. Hum. Puis, écoute, être redevable, ça fait partie du processus. Là. Moi, je le dis tout le temps, Ah quand il y a ouais. de mes chums, ouais, tu vas te faire une petite diète, là, Joe, là. Non, non, man, Ah je non. vais t'aider, puis ça va coûter ça, puis ça va être ça. Puis tu vas Ouais. voir, tu vas suivre tu vas faire le même processus que tout le monde.
tu vas être bien content, puis tu vas être bien plus engagé dans le processus quand ça va t'avoir coûté 100$ par mois. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Moi-même, je suis un coach. Je m'entraîne, ça fait, je sais pas, 12-15 ans. Là. Je m'entraîne depuis que j'ai l'âge de 14 ans aussi. Là. Puis je fais des programmes à du monde. Je paye encore un coach comme une couple de 100$ par mois qui fait mes trainings. Moi aussi, mon gars, absolument. C'est en sorte tu fais bien. Oui, c'est ça. C'est quand j'arrive pour vendre ça aux clients aussi. Je dis, ben, moi aussi, j'ai un coach, je le paye par mois, puis c'est ce qui fait en sorte que je suis capable de pousser la machine et dépasser mes limites. Fait que là, ils sont comme, OK, ouais, ça peut. Peut-être que moi aussi, j'ai vraiment besoin d'un coach. C'est important. Moi, je pense que c'est le fun de. Moi, je le sais qu'en tant que coach, moi, me planifier mes propres entraînements quand je suis en période de compétition, ça n'a jamais été efficace. Je n'ai jamais été capable de mettre le doigt sur une planification pour dire, bon, ben, j'ai besoin de ça. Je vais tout le temps aller dans une zone que je suis confortable, faire des affaires dans lesquelles je suis confortable, tandis que quand je paye un gars pour me dire quoi faire, ben là, je suis redevable. Je suis ce qui est sur la feuille. OK, oui, s'il y a des affaires qui ne font pas, on discute, on ajuste, mais je ne serais jamais game de me planifier 100% de ce qui est écrit sur cette feuille-là. Fait que oui, c'est pourquoi j'aime ça payer quelqu'un, c'est d'être redevable, d'avoir des comptes à rendre, puis de m'engager dans un processus qui est sérieux. Fait que je te comprends à 100%. Puis, juste finir là-dessus, là, ben, justement, j'ai déjà eu une formation, un séminaire d'une journée avec Ed Cohn. C'est qui? Oui. Ben oui, Ed Cohn, absolument. Une légende vivante. Très, très sympathique humain. Ah, et puis c'était justement au SSP Barbell Club à Longueuil, le gym à Steve Dubé. Oui. Mais en tout cas, tout ce que tu parlais un peu là, dans le podcast, genre, je voyais vraiment tout ce qu'il nous disait. Parce que nous autres, on avait un background un peu plus Charles Poliquin et tout ça. Là. C'était du high bar squat. C'était complètement différent de ce qu'on fait à l'habitude. Puis lui, il nous coachait vraiment sur OK, on se met une journée, puis là, tu t'entraînes en powerlifting. Fait que là, c'était un changement de mouvement, de patron moteur, de travailler différemment. Puis sérieusement, j'avais trippé au bout. Puis un truc qu'il nous disait, lui, c'était à toutes les fois que tu arrives pour faire ton PR, de faire une charge lourde, c'est qu'il était capable de nous dire, je te vois trop penser, tu penses trop. Mets-toi en dessous de la barre, serre les poings, serre les mains, et arrête de penser. Tu ne peux pas penser pour faire un charge maximum. Il faut vraiment que tu agisses. Moi, j'ai tendance à être de même. Faut pas. On le dit 100 000 fois. Puis Ed Cohn, c'est un modèle que j'ai quand même, que je suis depuis plusieurs années. On s'est parlé plusieurs fois. Puis, c'est un monsieur qui a une façon de coacher très simpliste, mais qui est très efficace. Puis lui, son système d'entraînement, c'est le système d'entraînement le plus efficace que j'ai jamais vu de ma vie. Mais c'est sûr qu'en tout cas, dans le contexte qu'il faisait, c'est normal que ça fonctionnait. Ouais, c'est ça. Mais, c'est... non, mais il faut garder ça simple. Puis, c'est... Pourquoi rendre des choses compliquées quand ça peut être simple? Puis, moi, je suis vraiment un gars de terrain. Je fais partie de vraiment cette gang-là qui aime. Moi, là, je ne suis pas un gars qui va rendre de quoi de compliqué. Il faut que ça soit un squat, là, c'est tu montes, t'inspires, tu descends, puis tu remontes. Bon, à base, il ne faut pas que ça soit vraiment plus compliqué que ça. Là, si tu te mets à penser, attention assis, attention à tes talons, attention à tes orteils, attention à chest, check ton chest ta tête. Là, tu te ramasses avec quelqu'un qui est genre, il descend, puis il fait juste penser. Non, on commence avec la base. Après ça, on ajuste avec les petits problèmes techniques que la personne a là. Mais je n'en parle pas s'il n'y a pas besoin. S'il n'y a pas besoin de penser à ses talons, ben, je n'en parle pas. S'il n'y a pas besoin de penser à son chest, je n'en parlerai pas. Ça va bien. Je vais juste focusser sur c'est quoi qu'il faut corriger. Fait que non, ça, c'est le problème avec énormément de coachs. Là. 100 000 Q techniques pour essayer de corriger un mouvement, non, ça ne marche pas. Puis moi, j'ai vraiment une facilité pour cibler chaque type de personne, techniquement, tu m'amènes n'importe qui, je te jure, il repart de là puis il fait un squat. Là. Ça ne m'est pas arrivé souvent dans ma vie de pogner quelqu'un puis je te le redresse. Puis il y a beaucoup de contacts manuels. Là, moi, j'aime ça donner une bonne claque sur le ventre. On sort de récit. Hein, là, tabarouette, OK, c'est ça, de tête. Là. Fait que c'est important de garder les choses très simples dans le coaching. Puis c'est ça qu'au Mofo, on offre. Là, Marianne, dans le fond, elle coach kinésiologue aussi, fait qu'elle a sa clientèle. Moi, ma clientèle est complète là, depuis quasiment 2 ans. Là, fait que je prends presque plus de nouveaux clients. Là. Moi, j'aime ça développer des jeunes
Les jeunes juniors, c'est vraiment ça qui m'intéresse le plus. J'ai une grosse clientèle de filles qui sont super performantes. Là. J'en ai 5 qui s'en vont au championnat canadien. Ah ouais. On a des gros gars qui sont super forts aussi. Mais ma clientèle est pleine. À un moment donné, tu as 24 heures d'une journée. Là, trop en faire, c'est pas mieux. Puis, les nouveaux sont tous coachés, que ce soit Marianne ou que ce soit moi qui est coach, sont tous coachés de la même façon. On a vraiment une méthode universelle pour développer nos athlètes quand ils commencent. Puis c'est ça qui est payant, c'est qu'on travaille dans le même sens. Fait que c'est pas un coach à sa méthode, puis là, tu te ramasses avec l'autre, il montre de quoi d'autre. Fait que là, la technique, ça ne concorde plus, mais là, lui, il me dit de faire ça, puis là, toi, tu lui dis ça. La cohérence en entraînement, c'est très important parce qu'il y a tellement d'informations. Là, tu vois. Absolument. L'identité du club, puis sa philosophie, c'est super important. Ben là, moi, j'ai lu sur Internet là, que Bryce Krawczyk, il dit de faire telle affaire. OK, ça se peut, mais là, ici, on pratique ça de cette façon-là. Ça va revenir au même de toute façon. Écoute ton coach, puis fais confiance au processus. C'est ce qui est le plus important. Cool, ça. Dernière question pour toi, Joël. La ceinture à l'entraînement, puis tout l'équipement, comment tu approches ça, toi, avec tes clients? Ben, la ceinture à l'entraînement, premièrement, ça peut être dangereux. J'aimerais ça spécifier ce que très peu de gens savent. Il y a des ceintures SBD, puis là, je ne veux pas faire une mauvaise presse à SBD, mais moi, j'ai eu des clients qui se sont fracturés des côtes avec des ceintures parce qu'ils n'étaient pas assez musculaires, qui commençaient, puis qui n'étaient pas assez épais, qui ont eu des côtes fracturées en plein squat, en plein deadlift. Mal d'une côte. Enlève la ceinture. Une ceinture de 13 mm, là, c'est comme un bouclier que tu as. Si tu n'as pas de viande là, alentour de l'os, là, ben, ça peut créer des blessures. Fait que la ceinture, c'est pas pour tout le monde. Bon, puis tous les types de ceintures ne sont pas toutes pareilles non plus. Comme je viens de te parler d'une 13 mm, moi, les 13 mm, j'aime pas ça personnellement. J'ai compétitionné avec une longtemps, puis aujourd'hui, gars, je te retournais à 10 mm. Je trouve que c'est trop tête, c'est trop épais, ça me compresse trop. Ça ne me donne pas l'effet que je veux, puis la liberté, le feeling que j'ai de besoin. La ceinture pour les beginners, tant que ça ne squatte pas 3 plates, normalement, tu ne mets pas de ceinture. C'est pas mal notre façon. Puis quand tu ne deadlifts pas 4 plates, tu ne mets pas de ceinture. Les filles, c'est genre 2 plates, 25 et plus, peut-être 3 plates au deadlift, là, on met une ceinture. Normalement, quand ils s'engagent dans leur processus de première compétition, là, on met une ceinture. Fait que c'est pas mal tout le temps ça. Puis, les 6 premiers mois d'entraînement, il n'y a jamais de ceinture. Il faut renforcer le tronc, il faut renforcer le corps. Mais nous autres, dans notre sport, il y a une ceinture. C'est une pièce d'équipement. Quand tu joues au hockey, si tu joues au hockey, pas de bâton de hockey, tu vas voir que c'est assez dur pour sa rondelle. C'est une analogie qui branle un peu, là, mais c'est juste pour faire comprendre ça reste que c'est exactement ça. C'est une pièce d'équipement. Si on peut l'avoir, ben pourquoi pas s'en prendre? Mais c'est ça. Quand on fait des accessoires, il n'y a jamais de ceinture. C'est juste pour le squat quand tu es à ton top 7 ou encore en processus 2. Au deadlift aussi. Il y a des gens qui ont des historiques de blessures au dos. C'est sûr que quand on va commencer à deadlifter, c'est sûr que la ceinture, ça aide aussi à prévenir certains problèmes, mais ça ne règle pas le problème. Fait que, c'est clair que c'est des cas uniques, là, mais il y a des grosses périodes de renforcement du bas du dos, d'hypertrophie, d'apprendre à respirer où la ceinture va être importante. Mais si tu n'es pas capable de bracer, pas de ceinture, ben là, il y a un gros problème. La première affaire que je t'apprends en entrant au gym, quand tu vas faire ton warm-up, je vais te montrer à faire un goblet squat, puis je vais te montrer comment respirer. Puis ça, cette respiration-là, tu vas la répéter partout au squat, au bench, au deadlift. Fait que c'est la même façon, c'est vraiment une inspiration intra-abdominale. Tu vas remplir ton ventre d'air, tu vas compresser, on appelle ça tighter en anglais. Puis après ça, tu vas descendre pour avoir une respiration en baril, que tu sois plein, que tu sois solide, que tu aies une armure au niveau du tronc, sans que tu sois courbé, sans que tu sois penché. Il faut vraiment que tu sois neutre. La stabilisation du tronc en position neutre. C'est vraiment la première chose que je vais t'apprendre avant de faire n'importe quoi. Une fois que ça, c'est compris, ben là, tu es capable d'utiliser ton tronc et tes abdos pour sortir du trou quand tu es au squat, pour décoller ton deadlift. Si tu n'es pas capable de faire ça, ben, tu ne peux pas faire un squat et un deadlift qui est sécuritaire. Là. C'est vraiment important. Fait que, juste en pratiquant ça, en braçant à toutes les répétitions, tout le temps, ben, tes abdos, ils se renforcissent très rapidement.
Fait que oui, c'est important. Ça, tu sais, puis avoir on fait beaucoup de planches, beaucoup de travail en isométrie au niveau des abdominaux. Tu sais, de la roulette aussi, des affaires qui demandent beaucoup, mais c'est important d'avoir une bonne stabilité du tronc. Ouais, vraiment. Puis ça évite justement, tu sais, au début d'apprendre à bracer sans ceinture en faisant des squats puis des deadlifts, ben, c'est une très bonne façon. Là, tu sais. Après ça, tu mets la ceinture, puis là, tu es encore plus blindé. Là. Fait que c'est comme une étape avant. Là. Mais je ne recommande vraiment pas à quelqu'un de s'acheter une ceinture pour commencer à faire la dynamophilie. Vraiment pas. Je conseille les knee sleeves assez rapidement parce que les knee sleeves, écoute, c'est une pièce d'équipement qui, premièrement, qui prévient plus des blessures, qui va t'aider. Là, ça va te donner un petit support, mais ça ne sera pas un support de fou. Là, mais ça va te garder les genoux chauds, des articulations qui peuvent être fragiles, surtout pour les grandes personnes ou les personnes qui sont plus âgées. Des knee sleeves, ça, moi, c'est une pièce d'équipement qui est assez importante là, quand on commence. OK. Mais la ceinture, normalement, ça attend au moins 3 à 6 mois, dépendant de la personne. C'est bon à savoir ça. Mais non, c'est parfait, ça. C'est parce que justement, la ceinture dans les gyms, des fois, je vois que le monde abuse ben trop. Quand tu mets une ceinture pour faire des curls, là, c'est comme. Non, là, c'est ridicule. Là. À un moment donné, tu n'as pas besoin de ceinture pour faire des curls. C'est de l'abus. C'est psychologique aussi. Là. C'est l'effet de se sentir en sécurité. Là. Ouais. Mais là, au moins, la ceinture, dès que j'ai fait mes. Même, tu sais, on fait des rows assez pesants. Je ne mets jamais de ceinture pour faire ça. Tu sais, ton tronc, tes abdos, il faut qu'ils travaillent aussi. Là. Mais, tu sais, je veux finir là-dessus. Il y a des gens qui s'entraînent vraiment hors saison sans ceinture. Moi, ça change tellement mon mouvement. Tu sais, je vais en faire un petit peu, mais je n'irai jamais très lourd sans ceinture. Tu sais, ça change trop mon mouvement. Je vais aller vraiment plus bas que d'habitude. Fait que, tu sais, ça peut me causer des blessures à l'aine ou des petits étirements là, dans les adducteurs. Fait que, moi, ma ceinture, j'en mets pas mal tout le temps à l'année. Je ne fais pas partie de ceux qui mettent pas de ceinture à l'entraînement pour des périodes de temps. À moins vraiment que je fasse juste du bodybuilding, tu sais. Mais pour les squats, les bench et deadlift, quand je suis en haut de 365 livres, c'est bien rare que je n'ai pas de ceinture. OK. C'est bon à savoir. Pour deadlift, moi, dans mon warm-up, je ne mets pas ma ceinture à 24 plates. Là. Fait que, je fais 4 plates, puis après ça, je mets ma ceinture. Fait que 4,50 et plus, je mets ma ceinture. Mais ça dépend du monde. Ça me réveille le tronc, là, je te dirais. Ça me prépare à l'effort. Puis après ça, moi, ma ceinture, elle m'aide beaucoup. Là, je pousse dedans. C'est comme une extension de moi, là, ce que je suis. Là. C'est ça. C'est ça. Cool, ça. Écoute, Joël, on a parlé pas mal d'affaires ensemble. Je suis bien content d'avoir comme eu le temps de toucher tous les sujets, un peu comment tu utilises les RPE, la ceinture aussi qu'on vient de parler. Fait que je pense que les gens vont bien aimer ça. Écoute, merci d'avoir pris le temps d'être sur le podcast aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. Pour terminer, où est-ce que les gens peuvent te suivre, prendre contact avec vous parce que vous êtes pas mal l'institution de Dynamophilo au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en tout cas. Là. Fait que s'il y a des gens qui veulent vous suivre, s'il y a des gens qui sont curieux. Ouais. Puis là, c'est sûr que c'est une période assez noire pour les gyms aujourd'hui, mais vous pouvez nous écrire quand même on peut vous donner des informations. Sur la page Facebook, sur la page Instagram, normalement, c'est pas mal les deux façons les plus simples pour nous répondre. On vous répond en dedans de 24 heures, c'est assuré. Puis on vous prend rendez-vous. Nous autres, on fonctionne tout le temps comme ça. On discute un peu tes besoins, on prend rendez-vous avec un entraîneur, il y a une évaluation, mais on vous met en action très rapidement. Fait que, il n'y a pas de niaisage, il n'y a pas de flafla. Tu veux t'entraîner, tu vas t'entraîner. On n'attend pas 6 mois pour que ça commence. C'est ça qui est le fun. On te met en action rapidement. Puis on espère que cette pandémie-là ne recommencera pas autant longtemps. Non, c'est Donc, ça. À suivre. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions si vous avez de l'intérêt, si vous voulez essayer. Il y a des gens qui viennent au gym aussi une fois par semaine aussi. J'ai beaucoup de gens qui font du CrossFit, qui viennent peaufiner leur mouvement d'haltérophilie. Beaucoup de gens on a quand même des bonnes connaissances en haltérophilie aussi au MOFO. Moi, j'ai coaché beaucoup en haltéro 2013-2014 quand j'étais avec CrossFit Jonquière. J'avais été fondateur avec Eric à l'époque. Puis, on a une belle plateforme, on a une couple d'athlètes qui font juste l'haltérophilie aussi. Pour les débutants intermédiaires là, qui veulent vraiment peaufiner leur technique, qui n'ont pas le temps de la pratiquer nécessairement dans le gym, ça peut être un service qui est vraiment intéressant.
Ensuite, il y a des gens qui viennent justement pratiquer leur squat, leur deadlift, qui veulent la technique, une séance en privé une fois par mois, juste pour avoir un meilleur bagage. Puis, quelqu'un qui fait du CrossFit, souvent, ils sont tout le temps dans le même boule avec le même monde, puis ils pensent que faire telle charge, c'est bon. Puis là, ils arrivent là, puis ils font comme. Je fais comme les replacer dans dans le contexte. Là, dire, hey, 2 plates, là, c'est léger. Là. Tu vas être capable de faire plus très rapidement. Puis ils sont comme, ah ouais. Fait que juste de se faire un petit peu pousser au bord du précipice par quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, ben ça peut être, le mental, c'est très important dans la force maximale. Vraiment. Leur faire comprendre que un deadlift de 2 plates, là, c'est un échauffement. C'est pas une charge lourde. Quand tu arrives au gym, souvent, tu es un gars, tu regardes autour de toi, tu as Marianne qui squatte 365 livres en série de 4. Là, tu es comme, OK, il faut que tu sois ouvert. Là. Tu ne peux pas arriver là en étant fermé et en pensant être compétitif. Là. Tu te retournes au bord, tu as Marc Cardinal qui fait des séries de 3 à 700 livres au deadlift. Puis ça, c'est la beauté de mon gym. Puis tu as quelqu'un qui commence à côté, qui a 25 livres sur la barre puis qui apprend à faire un deadlift. C'est un environnement qui est extrêmement stimulant pour les nouveaux. Fait qu'eux autres, leur standard dans leur tête, là, voir quelqu'un squatter 500 livres, bencher 400 livres, c'est quelque chose qui est régulier. Fait que, quand tu es habitué d'être dans un gym, que le plus que tu vois sur une barre, c'est 3 plates, puis tu es tout énervé, là. Nous autres, 3 plates, c'est un échauffement. C'est ça. Personne qui monte la musique. Si on monte la musique, il faut que ça soit pas mal plus lourd que ça. Ça n'arrêtera pas. C'est un autre contexte. C'est une autre planète. Exact. Ouais, planète. C'est ça. Puis je vais mettre tous les liens là, pour vous rejoindre là, dans la description du podcast. Absolument. C'est très apprécié. Merci. Merci d'avoir été là, Joël. C'était vraiment cool comme discussion. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité, tu peux communiquer avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.